Bonjour et bienvenue à la session de Microsoft France, à ce super salon de Educatech France. On est ravis de vous voir si nombreux sur un sujet qui est extrêmement important. C'est vraiment le sujet du moment, c'est la sobriété énergétique. La sobriété énergétique est un objectif pour chacun d'entre nous, surtout pour les organisations qui sont données une ambition ou qui sont données une mission de réduire de 10% la consommation énergétique d'ici 2 ans. Donc nous, aujourd'hui, tous ensemble, on va vraiment regarder pour ces établissements scolaires quel est l'enjeu majeur à continuer l'enseignement tout en limitant la consommation d'énergie et à continuer à créer des moments d'apprentissage pour la jeune génération de compréhension des différents challenges de sobriété numérique. Nous avons un grand panel d'experts aujourd'hui. Je vais vous les présenter dans quelques minutes. On va tous ensemble répondre à ces 4 questions. C'est quelles solutions numériques pour répondre à la sobriété numérique? Comment mettre en place ces solutions et quel est l'impact de ces solutions? Quelles sont les compétences des élèves et comment on va les développer pour qu'ils continuent à bien comprendre les enjeux climatiques d'aujourd'hui? Et puis pour finir, comment préparer les enseignants qui justement accompagnent ces élèves et ces nouvelles générations dans l'apprentissage de ces nouvelles compétences. Nous avons un panel d'experts avec nous aujourd'hui. Voilà, très bien, merci. Donc nous avons Pierre Lagarde. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, tu es le directeur technique du secteur public, santé, transport, merci. Et éducation chez Microsoft France. On te donnera la parole pour présenter les engagements de Microsoft. Bienvenue. Oui. Merci. Olivier, bonjour. tu es le PDG bonjour de Société Avob, une société française qui travaille justement sur la sobriété énergétique. Tu nous parleras également de vos engagements et comment vous aidez aux établissements scolaires de travailler sur ces sujets-là. Bienvenue. Tout à fait, merci. Et puis Jean-Michel. Bonjour. Bienvenue également. Merci. Jean-Michel, justement, aide aux entreprises et aux établissements scolaires à accompagner ces nouvelles compétences, la compréhension de ces nouvelles compétences et comment on va aider les élèves à apprendre mieux les nouveaux challenges qu'on a sur la partie sobriété énergétique. On va démarrer tout de suite avec la première question pour toi, Pierre. Qu'est-ce qu'elle fait, Microsoft, dans cette situation sur la sobriété numérique? Comment on s'engage et qu'est-ce qui a été mis en place pour pouvoir répondre à ces questions-là? Donc, bonjour. Alors effectivement, on va faire une petite introduction sur quels sont les engagements de Microsoft. En fait, il y a 4 grands piliers sur lesquels Microsoft investit justement pour atteindre ses objectifs. Les 4 grands piliers sont les suivants. Il y a le premier évidemment autour des émissions de carbone. Comment réduire les émissions de carbone qui sont liées à la fabrication de nos périphériques et évidemment aussi la consommation de nos services. Mais les éléments qui sont liés à ça, c'est aussi tout ce qui tourne autour des déchets et autour de la consommation d'eau. Le 4e, il est un peu plus particulier parce que du coup, on va utiliser quelque part la technologie Microsoft pour s'assurer des engagements autour de la biodiversité. Et donc, on a fait des annonces autour d'un planetary computer. Et l'idée étant de pouvoir modéliser les investissements et qu'est-ce qui est fait autour de la biodiversité pour que les décisions qui sont prises en termes, je ne sais pas, de replantation ou d'investissement à tel ou tel endroit de la planète, savoir si les connexions latérales sont pas néfastes et sont toujours positives. Et tout ça, ça tourne autour d'un calculateur qui va permettre justement de prendre les bonnes décisions autour de cette biodiversité. Voilà, donc ça, ce sont les 4 gros enjeux. Et après, il y a 3 ans maintenant, on a exprimé notre ambition pour devenir neutre en carbone et absorber aussi toutes les émissions. Donc là, on revient sur le premier pan, qui sont les engagements liés au carbone, pour qu'en 2050, on ait aussi absorbé les émissions qu'on a émis Microsoft depuis la création de Microsoft. On a été très transparent quand on a publié ce rapport. Ce qu'on a dit, c'est qu'on n'avait pas toutes les solutions aujourd'hui. Par contre, on était prêt à investir et être accompagné par des partenaires dans cette démarche et cette ambition. Et c'est aussi pour ça qu'on a la chance, avec Christine, d'être accompagné justement sur cette table ronde aujourd'hui. Une petite définition d'abord, parce que je pense que c'est important de savoir aussi de quoi on parle et de ce qu'on va parler pendant 1 heure ensemble.
Ce qu'on appelle le Green IT, en fait, c'est trois grands piliers. Et après, évidemment, dans la séance de questions-réponses, on pourra en reparler. Le premier, c'est la volonté d'utiliser de la technologie de manière écologique. Donc, c'est savoir évidemment quel matériel on va acheter, quelle durée de vie on va donner à son matériel. Donc, c'est tout ce qui va être autour des équipements informatiques. L'autre élément qui est un peu plus nouveau, c'est tout ce qui est au terme du design. Comment je vais penser mon application, comment je vais la développer, comment je vais la mettre en production pour que quelque part, elle soit elle aussi green. Je prends souvent un exemple qui est facile à comprendre. Développer une application qui va avoir un scroll infini. Je pense que vous en connaissez beaucoup. En tout cas, vos étudiants en utilisent beaucoup. Au point de vue design écologique, c'est pas bon, puisque finalement on n'a jamais d'arrêt, on peut scroller à l'infini comme ça, et donc on consomme le service à l'infini. Alors que si justement on va pouvoir mettre de la pagination, donc là on sait qu'en termes d'ergonomie c'est moins bien, mais on sait en termes de green ça sera mieux. C'est ça aussi qu'il faut repenser au sein des applications. Et le troisième et le dernier pendant, c'est de modifier les usages. C'est qu'est-ce qu'on fait finalement avec la technologie, comment un peu venir nous aider dans nos ambitions énergétiques et comment on modifie quelque part son usage. Et je prends aussi toujours le même exemple, c'est aujourd'hui on trie nos poubelles. Il faut qu'on ait ces mécanismes, ces automatismes aussi dans la consommation de nos outils numériques. Et c'est ça aussi qu'il faut enseigner. Mais ça, on va le faire ensemble pendant 1 heure. Merci Pierre. Alors clairement, Microsoft est une société très engagée sur ces sujets-là, mais pas que Microsoft. On est engagé aussi avec nos partenaires, un partenaire qu'on a en représentation de vous, Olivier Soudan, aujourd'hui, avec Avob, une société française qui existe depuis plus de 12 ans, c'est ça, et tu vas nous en parler. Alors je vais te laisser nous présenter peut-être la société, et après, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Alors, tu sais, on a tous des questions. Est-ce qu'on doit arrêter d'utiliser les ordinateurs, arrêter d'aller au bureau ou à l'école? Comment on fait exactement pour diminuer ou réduire la consommation énergétique? Ok, vaste programme. Bonjour à tous. Donc, Avob est en effet une société française basée à Boulogne-Billancourt, pas très loin d'ici. Et ça fait en effet plus de 12 ans qu'on accompagne nos différents clients, privés et publics, dans leur démarche de sobriété énergétique. Alors au départ, vraiment, la société a été conçue et lancée sur notre première solution de sobriété numérique, ce qu'on appelait à l'époque le Green IT. Et on va en parler, je pense, un peu plus tard. Et puis, on a étendu la solution, qui est basée sur une plateforme SaaS, sur l'ensemble des sujets énergétiques sur les bâtiments, les écoles, les mairies, les salles des fêtes, etc., en parlant du public, et nous, ça fait donc 12 ans, on n'a pas entendu la crise énergétique de 2022 pour agir là-dessus, pour vraiment à la fois mesurer ce qui se passe, parce que c'est important d'avoir des mesures précises et pas uniquement être dans des généralités, pouvoir transformer ces données, parce que vous en avez certainement tous dans vos organisations, les données c'est intéressant, mais ça n'a pas beaucoup de valeur en soi, les transformer en informations, c'est-à-dire qu'on vient les contextualiser, les analyser, pour vous donner la main, pour vous donner les résultats de nos analyses et surtout pour mettre en place des solutions derrière qui vont vous permettre de faire des économies de 20, 30, 40% selon les situations, selon les bâtiments, selon les cas d'usage. Et ça peut aller jusqu'à 40-50% d'économie annuelle. C'est ça. Alors, sur la solution dont on va parler un petit peu plus aujourd'hui, sur la partie Green IT, donc qui vient optimiser l'ensemble des postes et compléter ce qui est fait par Windows. Windows est un très beau système, mais il n'est pas à 100% optimal. C'est pour ça qu'on a besoin de nos partenaires. Exactement, donc on vient vraiment se spécialiser là-dessus et optimiser l'ensemble du parc pour arriver jusqu'à 40 à 50% d'économie d'énergie sur la partie usage. Et puis je crois qu'il y a un point qui est très important aussi, c'est sur le matériel lui-même, parce qu'on sait que la plus grande partie de l'impact carbone et du coup sur la planète, c'est au moment de la fabrication des équipements et donc lié à leur durée de vie. Donc on va travailler avec les différents responsables sur l'augmentation de la durée de vie, là encore par des mesures. Donc c'est pas tous les 3 ans ou tous les 4 ans on va changer les postes, ou alors il y a une nouvelle surface qui arrive qui est super, on va changer pour la surface. On va vraiment contextualiser et mesurer ce qui se passe. Et j'aimais bien ton exemple que tu prenais autour de la batterie, parce que souvent
on évalue la qualité de son ordinateur à quelque part la durée de vie de la batterie, en disant la durée de vie de la batterie finalement, avant j'avais 4 heures, maintenant j'ai que 2 heures, donc je veux le changer. Mais est-ce que c'est toujours vrai ? Alors, c'est pas toujours vrai, en effet. On va pouvoir mesurer vraiment la capacité de la batterie, sa durée, son efficacité, et surtout pouvoir dire est-ce que c'est lié peut-être à un usage particulier ? Est-ce que c'est lié à certains outils collaboratifs qui ont de la vidéo, par exemple ? Est-ce que c'est lié à une multiplication d'onglets qui sont ouverts sur vos navigateurs ? Voilà. Et on va pouvoir dire justement aux utilisateurs qui viennent voir les responsables des DSI, des organisations, dire non, ton ordinateur il va très bien. En revanche, regarde un peu ton mode d'usage, ton utilisation, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de changer ton ordi parce que tu utilises mal. Et si véritablement, parce que ça peut arriver chez les constructeurs, que certaines batteries soient un petit peu plus déficientes plus rapidement, on va pouvoir juste changer la batterie et pas changer complètement l'ordinateur. Et donc, en fait, quand on fait des analyses, c'est des résultats sur ce genre de plateforme qu'on voit aujourd'hui, sur lequel on peut regarder ce qui se passe et faire un plan d'action derrière. Voilà, exactement. Nous, on a beaucoup travaillé, et c'est un des sujets justement de cette thématique, sur l'accessibilité de ces données, de ces informations aux utilisateurs, pour que ce soit le plus simple et le plus compréhensif possible. Et donc, vous avez quelques exemples là, de tableaux de bord et d'analyses qui sont rendus à nos clients. On va pouvoir vraiment rentrer dans le détail et surtout avoir des vues et des tableaux de bord personnifiés en fonction de la responsabilité. On sait bien que, un directeur technique va avoir peut-être certains besoins qui seront différents du maire ou du directeur ou de la directrice de l'école. Merci Olivier. Alors, je retiens quand même que le nouveau Surface est super. Et si vous voulez le voir, venez sur notre stand. C'était la seconde pub. Et on continue. Alors, on parle d'usage, bien entendu. Donc, on va aller se retourner plutôt vers Jean-Michel, qui, lui, il est au bout, justement, en train d'apprendre ces usages, non seulement aux enseignants ou à la génération qui utilise déjà ces solutions, mais déjà à la prochaine génération qui va le faire. Donc, comment on fait ? Pourquoi la gamification de l'apprentissage est importante et comment on peut utiliser, quels outils on peut utiliser ? Alors, ma société s'appelle Mima Campus et Mima, ça veut dire multiple intelligence et mode apprentissage. Et donc, pour arriver sur la gamification, en fait, on est arrivé sur un principe qu'il fallait travailler sur différents types d'intelligence, dont l'intelligence émotionnelle, donc l'intelligence collective. Et pour pouvoir construire en fait un savoir qui était un savoir intéressant, il fallait surtout pouvoir le développer et être acteur du savoir. Et donc, en fait, on s'est tourné sur beaucoup de solutions pour être des créateurs d'expériences. Et dans cette partie-là, en fait, on s'est, nous, intéressé beaucoup à Minecraft. Alors, pourquoi Minecraft ? Parce que ça nous permettait, en fait, de travailler sur quelque chose qui était important, c'était les compétences numériques, qu'on allait demander à intégrer et à pouvoir les développer. Et derrière, de se dire, en fait, il faut qu'on vive une expérience. Si demain, on sait qu'on doit être dans la sobriété énergétique, si on sait qu'on doit être dans un changement de posture, il faut vivre l'expérience. Et l'expérience émotionnelle est un ancrage qui va permettre de travailler à long terme. Minecraft, en fait, nous permet de faire tout ça. Et donc, nous, on a pris ce principe-là de se dire, en fait, gamifier, dans le terme gamifier, en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'on pense que c'est jouer. Mais au-delà du jeu, c'est d'être acteur de son savoir et de construire son savoir en construisant quelque chose dans lequel on va donner des actions qui sont concrètes. Et le principe, c'est de le faire collectivement. Donc, une action qui est mise dans le jeu va entrer, en fait, avec une autre personne et collectivement, on va essayer de trouver les réponses. C'est ce que représente le monde et ce sont les enjeux de demain. Et donc on s'est positionné, nous, sur ce fonctionnement-là en se disant que si on voulait vivre une vraie expérience, si on voulait changer les postures, si on voulait amener, il fallait travailler sur une nouvelle forme d'apprentissage qui est la gamification. Et Minecraft nous permet d'aller sur des sujets qui sont importants. Donc c'est vrai qu'on a travaillé, par exemple, alors on va citer un exemple qu'on est en train de travailler avec Engie, sur la sobriété énergétique. Ça veut dire demain, en fait, on parle tout le monde de sobriété énergétique, comment on va le faire ? Donc quelles sont les actions demain ? Et quand on travaille donc avec des enseignants, avec des étudiants, on va créer un scénario, un synopsis, pour comprendre en fait tous les enjeux derrière. Et avec ce synopsis-là qu'on va créer, en fait, on va construire le jeu. Et dans la construction du jeu, effectivement, on va travailler en même temps sur les compétences numériques et on va répondre en fait à ces enjeux-là. Et ça devient intéressant parce qu'en fait, on est acteur. Et quand on est acteur, en fait, on retient tout ce qu'on fait.
En fait, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les nouvelles générations ils s'imprègnent de ce sujet et que ça ne soit pas un effort qu'on pourrait l'être aujourd'hui pour nous, parfois, mais de se dire c'est comme ça de base qu'ils avancent. Ce qui est intéressant avec Minecraft, c'est que vous ne travaillez pas uniquement les compétences numériques, mais aussi ce qu'on appelle les soft skills, aussi l'équipe, le travail ensemble. Voilà. Le travail collaboratif, en fait, ce qu'on a essayé de développer, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence émotionnelle, c'est de travailler en fait sur une forme où on va pousser les gens à aller plus loin que ce qu'ils pensent faire. Et en faisant ce principe-là, de travailler en fait collaborativement, en essayant de travailler sur le fait qu'on pense qu'on joue, mais on va construire quelque chose et on construit un monde ensemble. Et dans le monde qu'on va construire ensemble, on va mettre des critères de réussite, des critères de problème. Et en fait, on arrive à faire un fonctionnement qui est global. Ça veut dire qu'on ne dessine pas un monde qui est blanc, qui est noir, sur lequel en fait, il faut comprendre toutes les actions et les interactions qu'ils vont avoir derrière. Et c'est vrai qu'en faisant ça avec Minecraft, on arrive vraiment à aller très très loin dans le fonctionnement. Et l'idéal, c'est la construction qui se fait à la fois avec l'enseignant, à la fois avec les étudiants ou les élèves. Et c'est la compréhension globale du monde dans lequel on veut évoluer. Merci. On aura des cas clients. Tout à l'heure, on parlera des vrais cas usage. Une petite vidéo qu'on vous montrera. Je reviens peut-être vers toi, Olivier, partenaire de Microsoft. Quelle est cette relation? Pourquoi c'est... pardon, j'avance d'un slide de plus. Vous êtes reconnu par Microsoft. C'est important pour vous. Quelle est la relation? Est-ce que tu peux en parler en quelques mots? Alors oui, c'est important parce que nous, on travaille principalement sur des ordinateurs qui tournent sous Windows. Et donc, ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille avec Microsoft. Et depuis 18-24 mois, on a intensifié cette relation. On a travaillé notamment avec Pierre quand il était en charge au niveau européen des équipes d'engineering sur la partie sustainability pour montrer à la fois ce qu'on faisait ensemble et puis l'impact que ça pouvait avoir et la mesure précise. Donc en effet, on a eu la chance d'être référencé par le groupe dans le dernier rapport de Sustainability 2021-2022 pour illustrer, entre guillemets, toutes les mesures et toute l'optimisation qu'on peut faire au-delà de ce qui est déjà fait par la solution elle-même. Oui. Et ce qui est important, et ça rebondit un peu sur ce qui a été dit, c'est que, dans un premier temps, il faut savoir mesurer pour pouvoir après évidemment échanger et éduquer les bonnes pratiques. Et c'est quelque chose qu'on a lancé donc il y a maintenant 4 ou 5 ans où annuellement on fait notre rapport d'émissions de carbone donc sur nos différents entités Microsoft, donc aussi bien la partie Windows, collaboration, et aussi sur la partie Azure. Et on est aussi encouragé et on encourage évidemment l'initiative, puisqu'on sait que atteindre ces objectifs, et là je reviens à ce que j'ai dit tout au début, on ne le fera pas tout seul. On le fera avec des partenaires, avec des initiatives, et c'est aussi ça qui est important pour nous, pour pouvoir justement mettre en avant ces initiatives pour atteindre nos objectifs ensemble, parce qu'évidemment l'objectif il est commun. Et Pierre, on parle de cloud durable? Alors effectivement, le cloud est aussi un autre sujet. Donc on a beaucoup parlé aussi du poste de travail, mais évidemment le fait d'aller dans des solutions cloud. Aujourd'hui, on a publié un livre blanc autour justement des gains, des émissions de carbone qui sont faites et pendant l'usage, et aussi évidemment le fait d'utiliser du matériel qui va être partagé avec d'autres personnes qui vont utiliser le cloud. Donc là, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants, mais vous vous doutez que c'est assez facile à comprendre dans le sens où avant on avait un serveur potentiellement qui marchait peut-être toute la journée mais qu'il fallait réfrigérer dans un data center qui était dans un endroit précis. Là, si on bascule tout ça à un endroit qui sera mutualisé, où l'ordinateur va fonctionner pendant la journée mais il pourra être réutilisé par un autre service à un autre endroit de la planète pendant la nuit, et là vous allez pouvoir évidemment mutualiser le matériel. Après, un élément important, c'est évidemment la durée de vie du matériel. Un matériel qui va être dans des data centers qui sont extrêmement bien réfrigérés, évidemment, va durer plus longtemps. On a annoncé récemment qu'on passait à 6 ans le temps de vie d'un serveur. Et en plus, on est capable de leur donner une deuxième vie. Et même de les réparer sur place, puisque aussi maintenant à côté de nos data centers on a des équipes qui permettent de réparer sur place, là où potentiellement avant évidemment quand un serveur ne marchait pas, qu'est-ce qu'on fait? On le change. Et aujourd'hui on est vraiment dans cette dynamique là. De la durabilité. Exactement.
Ce qu'on met à disposition de nos clients... Attends, je crois qu'Olivier a un Ah oui, commentaire, pardon, c'est ça? vas-y, C'est vas-y. sur ce sujet-là? Non. En Allez, tout cas, je vais changer de sujet là. il va changer de sujet, Bon, Olivier. alors, juste pour compléter, si tu peux revenir 2 slides en avant. Au-delà donc de tout ce qui est fait sur la partie du cloud et de la partie centrale, encore une peut-être. Voilà. En fait, nous, notre spécialité, c'est de vraiment travailler avec nos clients sur tout l'environnement utilisateur, donc les ordinateurs, les écrans connectés, tout ce qui tourne autour du poste de travail. Parce que cet environnement-là, on parle beaucoup des data centers, des mails, de la visio, etc. Très bien, et c'est important. Mais il ne faut pas oublier que toute la partie aval, entre guillemets, c'est 60 à 70% de l'impact carbone et de la consommation d'une infrastructure numérique. Et donc, quand on déploie notre solution, et vous avez un exemple réel sur le graphe, on va pouvoir mesurer véritablement les inefficiences, les postes qui restent bloqués, qui restent allumés alors que personne ne les utilise, et pouvoir mettre en place des petits mécanismes automatiques qui vont corriger justement ces malfonctionnements pour pouvoir générer 40-50% d'économies très rapidement. En quelques mois, on arrive à une efficience qui est quand même très très significative. Merci. Alors, on remontrera des vrais cas concrets. Cela dit, votre graphe avant-après est quand même très impressionnant. Et on cherchait des solutions, vous les avez en fait, ces solutions. Exactement, et ça permet de véritablement objectiver, donc d'avoir des mesures précises de ce qui se passe et de rendre l'information à la fois à l'utilisateur lui-même, mais surtout à l'équipe qui va tourner autour de lui, que ce soit la partie technique, les enseignants, pour pouvoir montrer véritablement quel est l'impact de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. Pierre ? Donc c'était pour continuer du coup sur cette partie cloud et qui est liée finalement à ces usages. L'un des autres avantages qu'on a dans les solutions cloud, c'est de pouvoir alimenter en énergie verte les data centers. Quand on dit alimenter en énergie verte, c'est-à-dire qu'on parle des électrons qui ont été fabriqués par des éoliennes ou par des panneaux solaires qui vont pouvoir alimenter directement les data centers parce qu'on peut évidemment mettre ces fermes à côté des data centers. L'autre aussi avantage, c'est qu'on va pouvoir mesurer tous les usages qui sont liés justement à des solutions cloud. Et on a fourni du coup des rapports qui permettent à nos clients de pouvoir mesurer cette consommation aussi bien dans les services Azure que dans les services de collaboration. Donc là où on a avec Avob la solution pour le poste client, vous avez aussi la possibilité d'avoir cette mesure, cette fois-ci sur la partie serveur. Et juste pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, un utilisateur qui va utiliser les solutions Microsoft de collaboration va consommer en moyenne par an l'équivalent d'émissions de carbone d'un steak. C'est rien. Donc aujourd'hui, et ça, on commence à communiquer, et je pense que vous avez vu des articles sur ces sujets-là, où avant on disait très bien, il faut nettoyer sa boîte mail. En fait, l'enjeu, il n'est pas là. Puisque finalement, c'est très faible. Et finalement, si vous dites il faut que je cherche mes mails, que je supprime, du coup vous allez relancer l'indexation et le temps que vous allez perdre, tout ça, ça va être supérieur finalement à ce que vous allez gagner. Donc ce qui est important encore une fois, c'est de pouvoir bien mesurer ces éléments-là et donc on commence à fournir ces outils de mesure pour encore une fois prendre des bonnes décisions. Alors merci Pierre, et finalement on arrive au cas concret justement puisque ce que tu dis c'est concrètement ce qu'on peut faire et comment on le fait. On va repartir dans l'apprentissage un petit peu et dans un cas concret plutôt Minecraft. Jean-Michel, tu pourrais nous commenter, donner les exemples concrets? Alors pour vous donner des exemples concrets, alors je vais vous expliquer un peu ce qui est Minecraft, parce que je pense que certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas, et dans le fonctionnement de Minecraft. Alors, en fait, Minecraft, on peut créer un monde de différentes manières. La première manière, c'est que je monte des briques et je vais construire un monde et à partir d'un plan que je vais mettre. La deuxième, c'est que je peux créer un monde dans lequel en fait je vais pouvoir être en développant avec du Python ou du Scratch, et je vais développer en fait en mode code. J'ai un mode qui est solo, donc je peux travailler tout seul dans le monde, dans lequel je vais voyager et essayer de vivre une aventure.
Et le deuxième monde, c'est un monde où je vais être en collectif. Donc on va être en collaboration et on va essayer de construire en fait ensemble tout un fonctionnement qui va permettre de répondre. Ce que vous voyez là sur les exemples, c'est le monde de Frozen. Donc ça a été fait par la BBC. Donc on a récupéré des éléments. Et en fait, l'objectif de ce monde-là, c'était de vivre différentes expériences. Donc soit j'étais un orque, soit j'étais en fait un autre animal. Et à l'intérieur, c'était d'anticiper le fait que demain, en fait, dans un monde, quand je vais faire une action, quelque chose va passer de l'autre côté de la planète. Et c'est de comprendre en fait les interactions qui font que à chaque geste que je vais avoir à un moment donné, j'ai quelque chose qui se passe derrière. Et c'est de comprendre ces allers-retours et de donner du sens en fait à ce fonctionnement-là. C'est un peu l'implémentation du Planetary Computer que j'ai un peu expliqué tout à l'heure. Voilà. Mais sous forme de jeu. Exactement. Donc en fait, si la neige nous manque, vous l'avez sur Minecraft. C'est parfait. Olivier, peut-être un exemple de votre côté ? Alors, un exemple parmi d'autres, donc auprès d'une collectivité, donc 10 000 postes sur lesquels on a déployé la solution. Et on a donc accompagné cette collectivité à la fois donc, sur la partie plutôt administration et sur la partie éducation, sur donc l'usage, l'optimisation de la consommation énergétique des différents postes et également sur le renouvellement des postes. Donc les chiffres que vous avez là sont basés quand même sur les prix de l'énergie 2021. Donc ça ne prend pas en compte, malheureusement ou heureusement, les nouveaux tarifs 2022 ou 2023 pour ceux qui vont changer au 1er janvier. Donc les économies sont quand même très substantielles et dans le contexte dans lequel on est, quand on a un coût du kilowattheure qui peut être multiplié par 4, par 5, par 7 selon vos contrats, vos engagements, on voit que c'est tout de suite très rentable et très quantifiable. Merci, donc ça tombe très très bien parce que justement on a beaucoup de collectivités et des départements aussi, mais aussi donc, si on est un établissement scolaire ou une collectivité, on a un cas concret ici qui nous montre à quoi s'attendre, quel est l'impact. On parlera de comment faire tout à l'heure pour terminer la discussion, mais justement, Pierre, comment faire ? Quelles sont les prochaines étapes ? Alors les prochaines étapes, vous l'avez compris, on a beaucoup parlé d'émissions de carbone, aussi comment sensibiliser les étudiants. On se rend compte que le côté Green IT, évidemment, il y a des chemins pour venir l'optimiser. Donc il y a des solutions à travers ça, mais il y a un autre élément sur lequel on voudrait aussi avancer, pareil avec des partenaires, sur comment finalement l'IT va développer des solutions green. Donc cette fois-ci, c'est l'IT for green. Et dans ces éléments-là, c'est pareil, on a exactement les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'il faut savoir mesurer. Je vais reprendre l'exemple du bâtiment parce que je vais relaisser la parole à Avob qui a aussi une solution autour de l'optimisation énergétique des bâtiments. Il faut d'abord savoir mesurer. Qu'est-ce qu'on peut mesurer quand je vais chauffer un bâtiment ? Et du coup, je vais pouvoir l'analyser et au final, pouvoir prendre les bonnes décisions et pas juste des décisions, encore une fois, si je prends l'expression familière, au doigt mouillé en se disant bah, tiens, je vais réduire, j'en sais pas, la température des bâtiments. Je pense que vous avez lu beaucoup d'articles là-dessus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens peut-être ne viendront plus parce qu'ils auront froid, donc ils vont rester chez eux, donc ça veut dire qu'ils vont chauffer chez eux. Enfin, tout ce qu'on sait où on peut avoir toutes les discussions de comptoir, entre guillemets, pour défendre une position, si on n'a pas les chiffres, en fait, on prend des mauvaises décisions. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est une plateforme qui permet de collecter l'information et de cette information, de pouvoir mesurer précisément ce qui va être fait, donc autour d'un bâtiment, autour de la fabrication d'un périphérique, autour de la fabrication d'un outil, autour de la fabrication d'un cours, par exemple, et du coup, de pouvoir l'analyser et finalement de prendre les bonnes décisions. Mais peut-être tu peux nous dire un peu plus sur la partie bâtiment. Olivier, on a parlé de ce qu'on peut économiser, comment on peut l'économiser, mais alors quel est l'investissement ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est un large investissement dont on a besoin ? Alors, nous, on ne parle pas d'investissement, mais plutôt de retour sur investissement par rapport aux gains qui sont apportés par ces solutions, que ce soit sur la partie Green IT ou sur la partie des bâtiments. En fait, c'est très rapide. Sur la partie Green IT, c'est en quelques mois, les licences sont payées. Et sur la partie du bâtiment, on était jusqu'à là au début de l'année sur des retours sur investissement de moins de 24 mois. Là, on en constate plutôt 12 à 13 mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je reprends le cercle vertueux que tu as montré tout à l'heure, qui est très bien. C'est qu'on va donc d'abord récolter toutes les données, les transformer en analyse, en alerte. On va identifier
les points durs, les points qui sont les plus énergivores, pour mettre en place des plans d'action. Et surtout, on va pouvoir mesurer l'impact, le résultat d'une action. Une action, ça peut être soit changer d'équipement, mais au niveau d'un bâtiment, ça peut être de changer des lampes en LED ou d'isoler son bâtiment. On va tout de suite mesurer les choses et pouvoir rentrer dans ce cercle vertueux. Et donc, ce qui est important, c'est de rentrer dans cette démarche. Certains d'entre vous connaissent peut-être les objectifs du décret tertiaire, avec des objectifs très ambitieux en 2030, 2040, 2050. Ça paraît loin, mais il faut commencer tout de suite. Et on peut commencer tout de suite parce qu'on a des technologies qui nous permettent d'agir très rapidement. Il y a la partie traitement de la donnée, tu l'as dit, mais il y a aussi tout un tas de nouvelles technologies autour des objets connectés, autour de la mesure, autour de l'activation. C'est bien d'avoir des informations, mais après, il faut pouvoir les activer automatiquement. Je pense à certaines salles de classe qui peuvent rester chauffées la nuit, le week-end, pendant les vacances. Nous, on a des systèmes qui viennent automatiser ça, qui peuvent être couplés à des plannings de présence pour pouvoir vraiment soit anticiper le chauffage pour que les élèves ne rentrent pas dans une classe froide et puis il fait chaud à la fin du cours, ou inversement baisser un peu en anticipant les choses. Voilà, tout un tas de choses qui vont à la fois simplifier la gestion et la mise en place de ces solutions et surtout être très efficaces. Merci. Peut-être pour finir, Jean-Michel, on a un enseignant, une enseignante qui veut absolument mettre en place ces solutions, qui veut monter en compétences en Minecraft. Comment ils font ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Très facile. La réponse est donnée. Alors, pourquoi je dis très facile? Parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant avec Minecraft, comme j'ai dit au début, il y a deux façons de faire. Soit on n'est pas du tout à l'aise, et on va prendre Minecraft Rééducation. Il y a des contenus qui existent déjà, qui sont prédisposés, qu'on peut prendre en charge, et sur lesquels, en fait, il y a des fiches pédagogiques. Donc, quand je veux débuter avec Minecraft, en fait, je vais utiliser ce package qui existe de contenu sur lequel je vais m'appuyer sur les fiches pédagogiques. Et après, liberté pédagogique, chaque enseignant va pouvoir faire ce qu'il veut dessus et pouvoir commencer à rentrer et comprendre en fait ce qui est la gamification et le plaisir de pouvoir travailler et voir les élèves acteurs de cette partie-là. Et une fois que c'est fait ça, que j'ai commencé à prendre en main, je vais pouvoir après travailler sur une deuxième phase, qui est le fait de s'approprier le jeu en lui-même et de pouvoir construire et de pouvoir devenir acteur dans le jeu. Ça veut dire de partir d'une base à zéro, de créer ce qu'on appelle un synopsis. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de scénario cinétique. On se retrouve un peu dans le système du cinéma. C'est de créer un vrai synopsis sur des sujets précis. Donc si je veux travailler sur l'environnement, si je veux travailler sur la sobriété énergétique, je vais mettre des objectifs, je vais essayer de voir les compétences que je veux développer dessus et je vais construire le jeu avec la classe. Donc c'est vrai que avec Minecraft Éducation, on a deux façons de rentrer. La première, en fait, je récupère les packages et je les ai, et je peux travailler tranquillement pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et la deuxième, une fois que j'ai compris, je me suis approprié le savoir, je vais pouvoir le construire et en faire quelque chose de peu plus puissant et de travailler toujours avec ces deux modes. Ça veut dire travailler sur l'intelligence émotionnelle et l'intelligence collective qui vont permettre de faire les changements de posture. Et ça, c'est là où on arrive avec des changements de posture de la classe et de l'enseignant. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes avant le Q&A. Peut-être un petit mot de la fin de la part de chacun d'entre vous. Ensuite, je ferai la synthèse des mots de la fin. Mais peut-être Pierre, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on a oublié? Un dernier mot. Le sujet est très vaste, je pense que vous l'avez compris, il y a plusieurs façons de l'aborder et je pense que ce qui est important et ce qu'on veut faire en tout cas avec les différentes plateformes Microsoft au sens vraiment large du terme, c'est de pouvoir accompagner tous nos clients, nos partenaires jusqu'à justement à cette partie éducation avec les outils comme Minecraft pour justement sensibiliser et quelque part prendre les meilleures décisions demain. Ensemble, encore une fois, on sait que on n'a pas les solutions et en tout cas, ce que je dis souvent, c'est on n'a pas la solution parce que finalement, c'est les solutions qui vont nous permettre justement d'atteindre ces différents objectifs et c'est pas juste une décision dans un coin. Encore une fois, c'est plusieurs solutions et plusieurs engagements multiples et c'est ça qu'on voudrait pousser avec nos plateformes et nos investissements qu'on fait sur ce sujet. Merci Pierre. Olivier? Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis. En effet, le sujet étant tellement vaste, c'est un ensemble de solutions.
Et en même temps, je dirais c'est simple. Comme tu disais tout à l'heure, ne cherchez pas des choses très compliquées. Il y a des petits gestes simples, il y a des solutions simples qui existent. Nous, on a beaucoup travaillé justement sur la simplicité à la fois de mise en œuvre et surtout d'utilisation derrière. Et dans cette approche, d'être aussi également ouvert, parce que on sait très bien que pour adresser ce sujet-là, il va peut-être falloir mener de front peut-être 3, 4, 5, 6 initiatives pour pouvoir véritablement agir sur son patrimoine, ses collèges, ses écoles, etc. Et puis, je dirais, n'attendez pas 2030, c'est-à-dire c'est aujourd'hui. On voit bien la crise énergétique qui s'est accélérée cette année, alors liée à des facteurs un petit peu extraordinaires, certes, mais on est en plein dedans. Donc les technologies existent, les solutions existent, donc allons-y, parce que à la fois, j'allais dire c'est rentable, pour être un petit peu pragmatique, mais voilà, notre planète en a largement besoin, et je pense que vos élèves, vos collégiens, vos lycéens vous demandent ça aussi probablement en disant qu'est-ce que vous faites sur nos écoles, sur nos collèges et nos lycées, sur ce problème-là? Alors, c'est clairement rentable court terme, mais c'est surtout rentable long terme, justement, pour nos enfants et les nouvelles générations. C'est là qu'on va se retourner vers toi, Jean-Michel. Tu représentes aujourd'hui la prochaine génération. J'ai la pression, alors. Non, je pense que tout a été dit. S'il fallait résumer, c'est qu'on a une prise de conscience qui est énorme, et il faut les rendre acteurs dans cette prise de conscience. Et nous, on a laissé derrière nous une planète qui est un peu abîmée. C'est à cette nouvelle génération de l'apprendre. On doit les aider. Et pour les aider, il faut qu'ils deviennent acteurs très rapidement. Je pense qu'on n'a pas le choix. Et je pense qu'il y a des outils qui peuvent permettre de prendre cette conscience-là avec cette conscience émotionnelle qui va permettre d'arriver à faire quelque chose avec eux. Voilà. Donc, pour résumer, c'est un sujet vaste, mais c'est un réel enjeu d'aujourd'hui. C'est une problématique existante que vous avez tous. On ne peut plus faire économie de fermer les yeux. On ne peut plus faire économie et juste passer notre temps à discuter. Il faut vraiment agir. Il est temps. Et pour agir, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des entreprises engagées comme Microsoft ou comme Avob ou comme Mima Campus. On a des solutions qui existent. Il y a des cas clients. Il y a déjà des utilisateurs qui savent très bien comment faire. Et surtout, il faut commencer à donner les bonnes informations à la prochaine génération et donc les aider à comprendre mieux par la gamification, par Minecraft. Sur ce, je vous propose une session de questions-réponses. Si vous avez des questions, si tout a été clair, ou surtout n'hésitez pas parce que c'est un moment de discussion. Vous êtes peut-être timide parce qu'on est on peut peut-être poser une question à la salle, du coup. Par rapport à tout ce qui vous a été présenté, et je ne sais pas d'où vous venez, quelles sont vos responsabilités, mais peut-être que vous avez déjà mis en place des projets, des initiatives là où vous êtes. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre qui veut en parler? Bonjour, je suis Audrey Artaud, je travaille dans un centre de formation à Lyon. Je suis responsable des services généraux et du patrimoine, donc c'est de la formation supérieure. On est rentré dans le dur du décret tertiaire. Là, je vais plutôt parler du décret tertiaire. On a 3 bâtiments, à peu près 17 000 m², et on est accompagné par une société qui doit être un de vos concurrents, j'imagine, qui s'appelle Sobre Énergie. Et qui fait avec nous le même genre de travail, mais sur la partie bâtiment. La partie IT n'a pas encore été évoquée, mais là, vous venez de faire germer, enfin en tout cas, vous venez de planter une graine sur la partie IT sur laquelle on va devoir se concentrer également. Et de fait, on ne va pas attendre 2030 parce que en termes d'investissement, de prévision, de budget, c'est aujourd'hui qu'il faut prévoir les investissements de demain matin pour arriver aux objectifs qu'on attend de nous et pour lesquels on va s'engager. Voilà. Merci beaucoup. Bravo déjà pour votre engagement. Et en effet, vous avez raison. Au-delà purement de la gestion des usages énergétiques sur le bâtiment, l'IT, selon les bâtiments, peut représenter jusqu'à 20% de la consommation d'un bâtiment. Donc si on fait 40 ou 50% d'économie sur ce poste-là, c'est 10% de gagner très rapidement. Combien d'entre vous ont déjà commencé à se poser des questions sur la sobriété énergétique ou ont démarré un projet dans ce sens? Si on peut monter les mains. Il y a quand même une bonne partie de la salle. Super. Merci. Je vous en prie.
Je me demandais juste tout simplement comment on fait ça concrètement avec Avob, si on veut mettre en place cette mesure dans notre établissement. Comment ça se passe? On vient vous voir et après il y a combien de temps pour faire cette mesure exactement? Enfin pas exactement mais en gros. Sur la partie IT ou sur la partie du bâtiment? Les deux, en général. Les deux. Alors, sur la partie IT, c'est relativement simple et rapide. Il y a un petit logiciel à déployer sur l'ensemble du parc. Donc là, un déploiement, ça peut être une demi-journée. Et puis après, on lance les mesures. Et les mesures, généralement, c'est 4-5 semaines pour avoir véritablement un petit peu tous les cas de figure, éventuellement pendant les vacances, les week-ends, etc. Et ensuite, notre équipe vous accompagne pour faire des préconisations et pour passer en mode actif et corriger les dérives. Sur les bâtiments, on peut aussi déployer une première partie de la mesure, puisqu'on est partenaire d'Enedis et de GRDF, donc on va récupérer déjà un certain nombre d'informations, on va pouvoir compléter par vos données propres, des données patrimoniales, des données de description de ce que vous avez. Et pareil, là, c'est un petit peu plus long parce que selon la période de l'année à laquelle on connecte la plateforme, si on est en plein hiver, on aura peut-être plus de données. Si c'est au printemps, c'est différent. Mais je dirais entre 3 et 6 mois, on va pouvoir déjà avoir des informations assez pertinentes sur l'utilisation, sur les dérives éventuellement constatées et pouvoir passer à la phase d'après qui est l'implémentation, donc l'instrumentation de certains systèmes pour pouvoir aller gérer l'éclairage, le chauffage, la ventilation de manière automatique. Ok, merci beaucoup. On pourra en reparler si vous voulez tout à l'heure. Alors, je refais une dernière survey. Combien d'entre vous connaissent Minecraft? Ouais, c'est moi le meilleur. C'est bien ça. Alors, n'hésitez pas aussi à partager votre expérience et surtout continuer l'apprentissage. Non, mais ce qu'on peut mentionner, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est que en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, notre système, on va récolter un certain nombre d'informations réelles. Et ce qu'on se disait, c'est qu'on peut très bien réinjecter ces informations dans un monde Minecraft pour sensibiliser, mettons, je ne sais pas moi, un ensemble de collèges, créer un monde spécifique et faire intervenir les collégiens par rapport à leur propre collège et leurs propres données de consommation, dire, selon l'utilisation de ma salle de cours ou de mon collège, comment est-ce que je vais pouvoir interagir et quelles sont surtout les conséquences de ce que je fais ou ce que je ne fais pas, si tu veux compléter. Non, tu as tout dit, c'est parfait. Non, mais c'est vrai. En fait, ce que je trouvais ça intéressant, c'est que moi, ma partie, elle n'est pas IT. Moi, c'est expérience utilisateur. Ça veut dire que l'IT a besoin aussi, l'expérience utilisateur a besoin d'un bon IT et vice-versa. Et le numérique, en fait, c'est une barrière. Et l'usage d'expérience, c'est entre je vais y arriver, entre l'utilisateur et entre l'IT. Et c'est vrai que de travailler sur un monde comme ça, où on peut changer les données, en fait, ça devient très, très intéressant. Alors, on peut même créer le monde de demain. Mon école de demain, ou ma ville de demain, dedans avec les tuyaux, où est-ce qu'on met tous les petits tuyaux, où est-ce qu'on met la batterie, est-ce qu'on met de la batterie, comment on l'a fait, etc. Clairement. Comment vous accompagnez les collèges et les lycées pour faire je suppose que c'est des ateliers. Est-ce que les collèges, je suppose pas tous, sont équipés de matériel informatique pour pouvoir faire ce type d'exercice? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on identifie le projet. Ça veut dire c'est quoi l'attente du collège, c'est quoi l'attente des enseignants afin d'installer Minecraft. Ça veut dire que déjà, on essaye d'identifier, entre guillemets, votre demande. À partir de la demande que vous voulez avoir, on va identifier ce que vous voulez. Est-ce que c'est un projet Minecraft de faire quelque chose d'assez grand, ou est-ce que c'est juste des formes d'ateliers qui vont permettre de pouvoir prendre en main Minecraft et de pouvoir après donner les compétences aux enseignants. Donc tout va dépendre de votre projet. On intervient sur soit de l'animation avec les enseignants en tutorat pour les sensibiliser et les rendre acteurs après du savoir, soit après on construit un vrai projet avec l'établissement et sur lesquels en fait on va intervenir avec transdisciplinaire. C'est toujours très intéressant de pouvoir travailler sur différentes disciplines. Et là, on fait un vrai projet qui est beaucoup plus puissant. En termes de visibilité, comment vous vous approchez pour faire connaître Minecraft Éducation auprès des
des collèges, des lycées et autres. Mais vous venez sur le stand et je vous explique. D'accord, ok. Après, ce qui est intéressant, c'est Merci. qu'on a fait des projets avec des groupes de collégiens et finalement, les collégiens, ils apprennent tout seuls l'utilisation. Donc, le début, l'accompagnement, il est plutôt nécessaire au début du projet pour mettre en place le projet, compréhension de ce qu'on veut faire et accompagner l'enseignant. Et après, les élèves, eux, ils se débrouillent, ils sont contents et au final, ils sont fiers parce qu'ils sont même capables de créer le nom de leur nouvelle ville, avec tout le Green IT dedans et tout le Smart Building qu'il peut y avoir dedans. Donc du coup, c'est ce nouveau monde qu'ils ont créé et qui vont d'ailleurs vivre dans quelques années. On a beaucoup d'exemples concrets sur le stand. On est tous là, passionnés par tous ces sujets-là. Merci beaucoup Jean-Michel, merci Olivier, merci Pierre. Merci Christine. Vous avez vu, ils sont extrêmement passionnés. Alors, il y a beaucoup de gens passionnés sur notre stand également. Peu importe le projet que vous avez, le doute, la question, l'envie de partager vos expériences, venez discuter avec nous. On est ravis d'être là. On adore Educatech. On est là tous les ans. Donc, au plaisir de continuer à discuter avec vous. Merci et bon après-midi.